Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le magicien que vous êtes n'est pas arrivé au sommet par magie. Pour parvenir à mener le public à la baguette, il vous a fallu plus d'un tour de piste, un parcours tout au long duquel vous n'avez jamais perdu vos illusions. Bonjour Mathieu Stepson. Bonjour Jacques. Alors, on parle beaucoup de vous en ce moment depuis le succès de la France à un incroyable talent. Vous êtes un magicien hors pair, magicien et mentaliste. On va l'évoquer, le principe des clés d'une vie par magie. On va découvrir votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe de l'émission, vous le connaissez. Tout à fait. Alors, on parlera bien sûr de votre tournée, mais la première date que j'ai choisie est importante dans votre parcours. C'est le 25 décembre 1994. Petit Papa Noël. Vous connaissez ces chansons, bien sûr. Oh bah évidemment. Mais on sait peu qu'en réalité, Tino Rossi tournait un film Destin, qu'une chorale de gospel devait venir à Paris. Elle est bloquée à New York. Et il va fouiller dans les papiers d'un certain Henri Martinet, qui avait écrit une revue pendant la guerre, avec un enfant qui demandait à son père de revenir parce qu'il était prisonnier de guerre. Et c'est comme ça qu'est né Petit Papa Noël. Ah d'accord. Et pourquoi je parle de cette date? Parce que ce jour-là, à Noël, vous avez reçu votre première boîte de magie et ça a changé votre vie. Tout à fait, je le savais pas au moment d'eux, mais effectivement, je déballe un cadeau et il y avait une boîte de magie qui s'appelait Mister Magie et je suis devenu totalement mordu de ça. Et c'est vrai qu'habituellement c'est un cadeau assez récurrent. Hein. Oui. Je pense que beaucoup de gamins ont ça, mais la plupart, je pense, perdre la moitié des accessoires, ça finit sous le lit. Alors que moi, j'ai dû apprendre les 150 tours de magie qu'il y avait dans la boîte, quoi. Il se trouve qu'à l'époque, les boîtes de magie, il y avait 3 vedettes. Il y avait Kassagi, qui avait reçu un Oscar de la magie. Il y avait Majax, bien sûr, avec un truc. Et il y avait Garcimore. Donc il y avait 3 boîtes de magie qui devenaient vraiment les leaders du genre à Noël. Tout à fait, ouais, c'était vrai que c'était un petit peu les vedettes de cette époque-là dans la discipline de la magie, ouais. Donc le coup de foudre existe et vous ne jouez plus qu'avec cette boîte de magie. Ouais, je suis vraiment. En fait, la vraie passion est venue un petit peu plus tard, parce que là, je dois avoir 8-9 ans et quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis aussi intéressé par d'autres choses, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'attrait pour cette boîte. Ouais. Alors, vous habitez Deauville qui, je le rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, a été fondé par le demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny. Le duc de Morny, ouais. Oui, un jour, il se promène et il voit des marais et il dit on pourrait faire des villas pour les riches, et c'est comme ça qu'est né Deauville. Tout à fait. Alors qu'à la base, tout le monde venait en vacances à Trouville. Il y avait des fabuleux hôtels à Trouville, et puis du jour au lendemain, c'est devenu Deauville qui a remporté un petit peu le kiff de tout le monde. Alors il se trouve, Mathieu Stepson, que vos parents sont, je crois, originaires de la région. Votre mère est née à Vire. Tout à fait. Comme un certain Michel Drucker. Exactement. Voilà. Et elle dirige une pharmacie. Alors elle dirige pas, elle travaille dans une pharmacie, elle travaille même dans la cave de la pharmacie, parce que son boulot est de recevoir les colis de médicaments et de les ranger dans la réserve. Et votre père est un peu au-dessus, puisque lui, il s'occupe d'une station d'essence. Tout à fait, à cette époque-là, il travaille dans une station essence au logo vert. Alors votre enfance, finalement, Mathieu Stepson, ce sont les planches de Deauville. Un petit peu, je dirais même surtout celle de Bénerville, en fait, parce que mes grands-parents habitent Bénerville, donc tout à côté de Deauville, et c'est vrai que la maison de mes grands-parents à Bénerville, c'est un petit peu ma deuxième maison. Je passe vraiment la moitié de mon temps là-bas. Oui, à Bénerville, il y a un château qui s'appelle le château Gabriel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été acheté en 83 par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Oui, d'accord. Alors, je connaissais pas le nom, mais je vois très bien où est-ce que c'est. Ouais. Voilà, et il a été vendu en septembre 2008 à des Russes pour près de 10 millions d'euros. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc il se trouve que votre scolarité, c'est entre Deauville et Bénerville. Exactement, oui. Et les petites classes, ça se passe très bien. Les primaires, ça va très bien. Jusqu'au jour où vous allez faire un tour à l'occasion d'un loto à l'école. Ouais, il me semble que c'était un loto. Je me rappelle très bien que c'était dans l'AGD, dans la salle de sport qui est juste en face l'école primaire à Deauville, rue Albert Fracasse. Et ils organisaient, il me semble que c'était effectivement un loto avec beaucoup de monde. Vous étiez en CE2, je crois. Ça doit être ça. Ouais. Et ils demandaient du coup à quelques élèves de chanter une chanson, de raconter une histoire. Enfin, il y avait plusieurs petites cases. Et donc moi, j'avais inventé une case qui n'existait pas sur la feuille. J'avais mis spectacle de magie. Voilà, j'avais coché. Oui. Et donc j'ai été retenu. Et donc c'est la première fois finalement que je fais un tour de magie devant un public qui n'est autre que ma famille, quoi. Et qu'est-ce que c'était ce tour de magie, vous en souvenez? Ouais, tout à fait. C'était nul. C'était un tour avec un lacet et une bague où la bague était attachée au lacet avec un nœud. Oui. Et une personne
personne tenait les extrémités du lacet. Je cachais avec un foulard et j'arrivais à sortir la bague. Voilà. Mais vous vous doutez bien que pour 300 personnes qui avaient dans cette salle, c'était ridicule parce qu'on ne voyait rien, quoi. Oui, mais enfin, en même temps, ça a marché puisque le directeur vous a remarqué, Mathieu Stepson, il vous a fait un livre de magie. Tout à fait. Il y avait chaque élève qui avait fait quelque chose avait reçu un petit sac avec des goodies dedans. Et un soir, moi, je suis en études. Je restais en études le soir. Il y a un grand de CM2 qui vient me chercher pour aller dans le bureau du directeur. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'avait convoqué dans son bureau pour me donner ce petit sac de goodies. Mais j'avais eu un truc en plus que les autres parce qu'il était personnellement allé m'acheter un livre de magie dans une librairie. Et on va dire que l'étape au-dessus de la boîte de magie a commencé avec ce livre. Et pourquoi vous a-t-il acheté ce livre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Est-ce qu'il a décelé quelque chose? Est-ce que ça l'a touché? Est-ce que je sais pas. Mais honnêtement, est-ce je qu'il sais a su pas. qu'ensuite vous étiez devenu magicien célèbre? J'ai recroisé ce directeur d'école il y a, alors célèbre non, mais je l'ai recroisé il y a plusieurs années de ça sur une terrasse de café à Deauville. Donc je vivais déjà de la magie parce que j'en vis depuis plusieurs années dans le secteur privé, dans l'événementiel. On en parlait, oui. Tout à fait. Et donc je suis allé le voir en disant vous vous rappelez de moi? Alors, il se rappelait pas forcément, mais je lui ai raconté l'anecdote avec ce livre de magie. Ça lui est revenu tout de suite. Et il me dit oui, je me souviens très bien de ça. Et il me dit je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu deviens? Et j'avais une belle émotion à lui dire je suis magicien professionnel et je vis de ça. Ouais, exactement. Alors il se trouve qu'à partir de ce moment-là, Mathieu Stepson, la magie vous intéresse beaucoup plus que les devoirs et les leçons. Oui, comme vous le disiez, c'est-à-dire que tout au long de la primaire, il n'y avait pas de souci. J'avais pas besoin de faire grand-chose. J'ai même été premier de la classe, il me semble, je crois, je sais plus quelle année. Il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Et arrivé au collège, là, il faut commencer à bosser un peu plus. Là, c'est aussi où la passion de la magie, vraiment, on est même bien après avoir reçu ce livre. Je commence à travailler des tours via des VHS qu'on achète en boutique de magie. Et donc, au lieu de faire mes devoirs, je travaille les tours d'un magicien qui s'appelle Romaric, donc que j'ai vu à la télé. Je suis allé acheter sa VHS dans laquelle il explique ses tours et j'ai visionné cette bande magnétique je ne sais combien de fois pour apprendre à la perfection ce qu'il montrait, quoi. Et Romaric qui a été finalement magicien et mentaliste en même temps. Ouais, tout à fait, ouais. Un des premiers mentalistes. Alors il se trouve que votre mère n'est pas très contente. Je crois que régulièrement on vous confisque votre boîte de magie. J'ai eu une période en fait où voilà, il y a eu un deal, c'est-à-dire que je n'avais le droit de récupérer mon matériel que le week-end et toute la semaine c'était confisqué jusqu'à temps que les notes remontent un petit peu. Elles sont remontées? Il faut croire, j'ai plus trop souvenir, mais il me semble que oui. Alors, il se trouve que le changement se déroule à la fin de la 3e. Vous n'avez pas envie de continuer aux études classiques, donc il faut choisir une orientation. Ouais. Et ce qui vous intéresse, Mathieu Stepson, c'est la cuisine. Dans l'année de 3e, on nous demande de faire 2 stages. Il y a un stage d'une journée qui se passe dans un lycée professionnel. Donc moi, je suis parti à Lisieux, le lycée le plus professionnel le plus proche de chez moi, dans section cuisine. Ce jour-là, ils ont dépioté des poissons. J'ai eu horreur de ça. Ça m'a dégoûté. J'ai dit, je veux pas faire ça. Et après, on doit faire un stage d'une semaine dans une entreprise. Et il y avait une crêperie dans laquelle on allait déjeuner régulièrement en famille, la Bergerie à Touques, qui existe encore d'ailleurs. Oui, exactement, je connais. Et donc, je suis allé faire un stage d'une semaine dans cette crêperie. Toute l'équipe était vraiment bienveillante et très sympa. On m'a appris à étaler les crêpes, tout ça. Et je dis, voilà, ça, j'ai bien aimé. Donc, j'ai posé un ultimatum à ma mère. Fin de 3e, pour lui dire, c'est simple, je veux soit être magicien, soit crêpier. Pas cuisinier, crêpier. Et en me disant un peu, de toute façon, il n'y a pas d'école de crêperie ni l'un ni l'autre, donc je pourrais choisir entre les deux et faire ce que je veux. Sauf que ma mère qui tenait absolument à quand même, parce que j'ai un filet de secours, elle a jamais été contre ce que je fasse de la magie et tout ça, mais elle était quand même pas très rassurée. Il fallait quand même, entre guillemets, un vrai métier derrière ça. Elle a passé 2 jours au téléphone à être envoyée d'un numéro à l'autre sans cesse pour trouver, en Bretagne, à côté de Dinan, il y a un petit village qui s'appelle Aucaloc, où il y a une église, un cimetière, un bar tabac, une mairie et un des plus grands CFA de France, dans lequel il y a une section cuisine spécialisée en crêperie. Pas de sens. Donc voilà, c'est une formation qui était l'équivalent d'un CAP. Je pense que c'est reconnu maintenant, mais moi à l'époque où je l'ai fait, c'était même pas reconnu et c'était un CTM, certificat technique de métier, formation de 2 ans. Mais alors, comment les crêpes, on les fait en 5 minutes? Pourquoi 2 ans de formation? Alors en vrai, ça vient à la base d'une formation qui est prévue pour les adultes, ils ont mis ça en 2 ans, donc pour des étudiants plus jeunes. C'est une vraie formation qui est là pour ouvrir son établissement. Donc en fait,
il y a de la vraie cuisine en apprentissage, il y a de la crêperie, il y a du service, il y a de la gestion, il y a de la communication, il y a des mathématiques, il y a de l'anglais. Voilà. Donc en fait, il y a toutes les matières qui sont favorables pour ouvrir en fait à la fin de cette formation un établissement. Et la communication, je crois que ça vous a particulièrement servi. Ouais, bah, j'ai découvert en fait vraiment j'ai mis un mot sur des choses que j'aimais. J'ai découvert un professeur qui était fanat de ce qu'il faisait, de la communication. Je me rappelle de son nom, il s'appelle Stéphane Bagot et je n'ai jamais revu cette personne. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais j'adorais ce prof et j'adorais cette matière. Et il nous avait demandé un jour de faire un exposé sur n'importe quel sujet. Justement, vu que le thème était la communication, on s'en foutait du sujet. C'était vraiment pour voir comment on allait un petit peu exposer ça. Donc forcément, moi j'ai fait un exposé sur la magie et je crois qu'il s'est pris de passion pour la magie quand j'ai fait l'exposé parce que il y avait beaucoup de similitudes en fait entre la philosophie qu'il peut y avoir dans la magie, la psychologie qu'on trouve dans la magie et la communication. Il y a beaucoup de points communs. Et il se trouve que votre idée, elle est simple. À ce moment-là, vous voulez ouvrir une crêperie cabaret. Ouais, en fait, c'est un truc que je dis depuis gamin parce que même avant d'arriver dans le métier de la crêpe, j'ai toujours été un gourmand et je suis un fan de tout ce qui se mange. Et j'aimais beaucoup les crêpes quand j'étais gamin. Et donc c'est vrai que c'était un truc que je disais souvent petit. Je voulais ouvrir une crêperie et après c'est venu après. Et j'adorais le cabaret, le spectacle. Donc j'ai dit pourquoi pas ouvrir une crêperie cabaret. C'est un truc qui est resté longtemps. Ouais. Voilà. Il se trouve que quelqu'un de célèbre a débuté dans une crêperie comme chanteur quand il est arrivé en France, c'est Dave. Il à Saint-Germain-des-Prés, il a découvert une crêperie et tous les soirs il est venu chanter pendant quelques mois pour gagner sa vie. Et il passait vers les clients pour avoir un peu d'argent derrière. Vous voyez comme quoi la crêperie mène à tout. Voilà. Alors on va continuer à parler de votre parcours à travers une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante dans votre parcours, le 7 novembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Mathieu Stepson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mathieu Stepson, magicien, vainqueur, on en parlera tout à l'heure, d'une émission très célèbre sur M6, Laissons le suspense. On a évoqué vos parcours, votre début à Deauville et à Trouville, et puis cette crêperie que vous voulez monter. Et puis le 7 novembre 2005 est sorti un livre qui vous a marqué. Je crois que c'est un livre qui raconte les vrais secrets de la magie, le close-up. Un livre de David Stone. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est marrant que vous ayez cette info-là. Oui. Tout à fait. C'est un livre qu'on m'a offert. C'est une amie qui m'a offert ce livre-là pour mon anniversaire, il me semble. Je suis pas très lecture. Je suis pas un grand lecteur du tout. Et ce livre, je l'ai dévoré en quelques jours. Parce que voilà, ça me passionnait ce qu'il racontait dedans. C'est fou parce que c'était la première fois que j'avais dans les mains un livre de magie dans lequel il y avait zéro explication de tour de magie. On était vraiment là sur la théorie, sur les vrais secrets de la magie, d'où le titre. Donc la théorie de comment on peut se vendre, de comment on peut aborder pour le close-up de table en table, quelles sont les règles pour aborder une table. En fait, toute la psychologie qu'il y a dans la magie était dans ce bouquin. Oui, et David Stone, c'est un magicien qui est comédien, producteur, et qui a participé à Incroyable Talent, sous le pseudonyme de Clegg Entos. Il a été en finale, il n'a pas gagné. Et tout à fait. Et il a également participé sous son nom à lui en tant que David Stone quelques années avant. Voilà. Mais il faut savoir que, en fait, ce qui est fou, c'est que David Stone est une vraie star dans le milieu de la magie. C'est vraiment une rock star. C'est-à-dire que quand il arrive à faire une conférence, toute la salle est debout. Et voilà, c'est fou parce que le grand public ne le connaît pas, mais c'est un dieu vivant chez nous. Donc c'est vrai que j'ai bouffé ce livre. J'ai suivi beaucoup de conseils qu'il y avait dans ce livre. Et puis on va sûrement en parler après. Mais ce qui était fou, c'est qu'il racontait plein d'anecdotes, qu'il a fait beaucoup de saisons à Saint-Tropez. Et je vivais finalement ce que j'étais en train de lire dans le livre. On va en parler. Il se trouve que ce livre, il y avait Gaëtan Bloom et Bernard Willis qui étaient présents dedans. On les connaît parce qu'ils ont participé au plus grand cabaret du monde en faisant des tours aux tables. Et c'est comme ça, Mathieu Stepson, que vous avez découvert ce qu'on appelle le close-up. Tout à fait. Mais je pense qu'on démarre forcément par là. Je pense qu'il y a très peu de magiciens, ou peut-être même pas du tout, qui ont directement démarré par des grandes illusions sur scène. Je pense qu'on commence tous cette passion avec des petits objets qui coûtent pas trop cher, avec des jeux de cartes, des pièces. Et donc, forcément, ce sont des tours qui sont adaptés à des petits publics. Et ça, vous y êtes mis très fort.
Ouais, complètement. Bah, je commence à m'y mettre, c'est-à-dire qu'au moment où je ne fais plus mes devoirs et que je regarde cette cassette de Romaric, on est déjà donc dans une magie de close-up. Et puis après, on passe au DVD. Donc David Stone a aussi sorti beaucoup de DVD. J'ai aussi les bases de la magie des cartes, je les ai appris avec les VHS de Bernard Billis. On en parlait tout de suite. Donc voilà, tout ça c'est un parcours un peu classique, j'ai envie de dire, dans l'apprentissage de la magie. Mais ouais, vraiment. Et il y avait Majax aussi qui a marqué le monde de la magie. Ouais, tout à fait. Il y a un truc. Exactement. Alors moi j'ai à peine connu en fait cette émission, mais j'ai eu des livres de magie de Gérard Majax avec des explications de tours de cartes. Alors il se trouve que vous parliez de Romaric, mais Romaric vous l'avez rencontré un jour et je crois qu'il vous a dédicacé quelque chose. C'est votre première rencontre. C'est assez fou. C'est-à-dire que moi Romaric Hoffman, je le découvre sur une émission sur TF1 présentée par Jean-Pierre Foucault qui s'appelait Toute la magie du monde. Et c'est une émission avec des gros numéros sur scène et tout. Et à un moment il y a un gars qui est dans le public et qui fait du close-up justement, et je regarde cette émission avec ma mère et je me lève du canapé en disant c'est ça que je veux faire. Et c'est limite si j'ai pas dit je veux être Romaric. Oui. En fait, il était juriste au départ, il a commencé à faire de la magie à 14 ans. Tout à fait, il faisait des études d'avocat. Oui. Vous êtes bien renseigné, hein. C'est incroyable. Et donc je dis je veux être ce gars. Et un jour, je vais dans la boutique de magie dans laquelle je me fournissais, qui était une boutique de jeux de société, etc. à Caen, qui s'appelait Balthazar. Et il y avait un tout petit rayon magie et il y avait la cassette VHS de Romaric. Et donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté les accessoires qu'il fallait pour travailler les tours qui étaient dedans. Et puis un jour, j'apprends un truc incroyable, c'est que ce fameux gars, dont je suis fan absolu, il fait de la magie tous les étés depuis qu'il a 16 ans, au Central, à Trouville-sur-Mer, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est à 3 minutes de chez moi. Un restaurant. Ouais, exactement. Et donc, moi, je suis déjà en apprentissage en crêperie à ce moment-là. Et un soir après mon service, je décide de faire tout Trouville à pied avec sa cassette vidéo, dans l'espoir de le voir et d'avoir un autographe. Je le rencontre. Et là, je tombe sur un amour de gars qui me dédicace la cassette que j'ai toujours chez moi avec un texte derrière que je connais par cœur. Et il me donne son numéro en me disant bah, écoute, je suis sur Deauville tout l'été, n'hésite pas à m'appeler si tu veux qu'on se voit, que je t'apprenne des trucs. Donc voilà, et c'est le début d'une amitié qui dure toujours. Et voilà, il m'a fait gagner 10 ans dans mon parcours, Romaric. Oui, parce que vous allez travailler dans la restauration, mais en même temps, vous allez venir à Paris dans un restaurant des Champs-Élysées qui s'appelle Le Toit, qui a disparu aujourd'hui, par magie, si j'ose dire. Et là aussi, c'est une chose qui existait beaucoup dans les années 80, des magiciens qui venaient aux tables des clients. Ouais, tout à fait. Bah, après mon parcours en restauration qui a duré quelques années, entre 5 et 6 ans, je décide de quitter la restauration pour essayer de vivre, de faire ce que je veux faire depuis le départ. Et donc, par un peu méconnaissance de tout, je décide de venir à Paris parce que c'est un peu la chose classique à faire sans trop savoir où on va finalement. Donc l'étape de trouver un logement, etc. se fait pas tout de suite. Hein. J'ai une amie rencontrée à Deauville qui est installée en région parisienne et qui me dit moi si tu veux que je te dépanne avec mon conjoint, il y a pas de souci, on te prête une chambre et tout. Ils m'ont hébergé gratuitement pendant 2 mois. En fait c'est fou des rencontres comme ça qui font que ça nous permet d'avancer quoi. Donc ensuite je me suis trouvé un logement et j'ai tapé à la porte d'énormément de restaurants. Je me rappelle même avoir fait imprimer des cartons format carte postale pour faire une promo, prendre plein d'adresses sur internet de restaurants, les envoyer par la poste. J'en ai envoyé une centaine et j'ai eu 0 retour. Ouais. C'est très encourageant. Ouais. Et donc je commence du coup à me refaire un CV. Alors entre deux, avant de quitter la restauration, j'avais fait un petit peu de bar. Ça m'avait bien plu. Donc je me fais un CV de barman et pour trouver un job et rentrer un peu d'argent. Et il se trouve que je dépose mon CV de barman dans cet établissement rue du Colisée, restaurantois. Et le patron m'appelle le soir même, il me dit dites-moi, je vois que dans la case loisirs là vous avez marqué magie, mais vous avez quel niveau, vous faites quoi? Bah je dis non, bah ouais, je me débrouille bien. Vous pouvez nous faire une démo demain après-midi? Bah ok. Et il m'explique, voilà, nous tous les mardis soirs en fait on a des soirées à thème toute la semaine. Le mardi soir c'est magie et le magicien avec lequel on travaillait va arrêter, donc on cherche quelqu'un. J'ai fait la démo, il me dit bah ça me va très bien. On fait un essai en public mardi et puis voilà, et ça a duré un peu plus de 2 ans. Et à chaque fois bien sûr vous avez gagné votre vie avec ça un petit peu. Ouais, tout à fait. Puis c'est le tout début, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens. Donc, en fait, souvent on me dit comment on fait. Il y a des magiciens, des jeunes magiciens. Mais comment on fait pour... Il n'y a pas de recette. C'est un parcours de vie. En fait, laisse la vie faire les choses. Fais-les comme ça bon te semble. Mais c'est surtout des rencontres.
Encore en faisant ça, je rencontre des gens qui me donnent leur carte en disant bah tiens, j'ai une boutique, je vais faire l'inauguration. Ma sœur elle se marie, je fais l'anniversaire de mon gamin. Et puis voilà, c'est vraiment de fil en aiguille quoi. Et ensuite, Mathieu Stepson, vous êtes devenu saisonnier, c'est-à-dire l'hiver à la montagne et l'été au bord de la mer. Exactement. 2 ans après, ce restaurant est vendu. Le nouveau propriétaire ne garde pas ses soirées à thème. Le logement que je loue, les propriétaires veulent le récupérer. Il y a j'ai plein de signes qui me disent faut que je m'en aille. Et j'ai mon papa, moi, qui du coup depuis est parti habiter à la montagne, dans les Alpes. Donc je décide d'aller là-bas pour dire tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-bas et essayer de faire de la magie dans les restaurants là-bas. Et c'est déjà quelque chose qui se faisait. Et puis je me disais que c'était une expérience à avoir. Donc je suis allé donc à Courchevel. Je me suis renseigné de l'établissement un petit peu le plus hype qu'il y avait. Et puis je suis allé voir le directeur en disant voilà ce que je sais faire. Je vous propose de faire ça chez vous tous les soirs, gratuitement. Moi, je veux juste pouvoir prendre des pourboires et surtout distribuer mes cartes de visite. Et il m'a dit, viens ce soir, essaye, et ça a duré 8 ans. Et 8 ans avec des clients étrangers. Il y avait beaucoup de Russes qui dépensaient des sommes folles à l'époque. Alors, sur mes 2 premières années de saison, pas trop, mais j'ai vraiment vu la clientèle russe arriver à Courchevel. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais pas capté qu'à Courchevel, j'allais avoir 90% des gens à qui j'allais avoir affaire étrangers. Oui. Et je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, au départ, je faisais un peu du mime. Oui. Je faisais vraiment des tours j'avais pris que ce que j'avais en visuel, voilà. Et j'ai quand même, ça peut pas le faire. Donc je me suis amusé à écrire ce que je disais pendant mes tours, à les traduire en anglais et à tout apprendre en phonétique. Donc les gens me corrigeaient au fur et à mesure. Voilà, ça devait pas être du grand art, mais ça m'a permis d'avancer. Et puis il y a eu l'été avec une station balnéaire liée à cette chanson. Il faut savoir qu'on dit toujours do you, en fait c'est do you Saint-Tropez, et ce sont Raymond Lefebvre et Paul Moria qui ont écrit cette mélodie pour le gendarme de Saint-Tropez. C'était à la fois du surf et du houli-gouli à l'époque. Et c'est vrai que Saint-Tropez c'est une autre clientèle. Complètement. Je me fais des potes saisonniers à Courchevel et puis on discute et il me dit tu fais quoi cet été? Je dis je sais pas, j'y ai pas pensé. Vous faites quoi vous? Nous on fait pareil, mais c'était des serveurs, des chefs de rang, ce que vous voulez. On fait pareil mais à Saint-Tropez. Pourquoi pas, donc tentons. Donc j'ai repris le même modèle et donc pareil Saint-Tropez, et donc voilà, donc c'était Courchevel l'hiver 4 mois et Saint-Tropez l'été pendant 4 mois aussi. Avec des restaurants où les clients vous suivaient finalement. Ouais, complètement. Je retrouvais finalement une grosse partie de la clientèle de Courchevel, je la retrouvais l'été à Saint-Tropez. Et puis alors c'était un petit peu plus agréable quand même de travailler à Saint-Tropez parce que entre prendre la voiture avec 50 cm de neige pour monter au restaurant d'altitude ou prendre le scooter pour aller sur la plage avec les palmiers, on va pas se cacher que c'était quand même plus agréable l'été. Et en même temps, vous commencez à vivoter de votre métier. Ouais, totalement. Je commence du coup à avoir des demandes. En fait, je commence même à en vivre correctement. Et puis, je commence à avoir des demandes pour du privé. Ça me fait voyager partout parce que vu qu'on a une clientèle internationale, je suis allé faire un anniversaire à Moscou, je suis allé faire un anniversaire d'un mariage à Oslo, je suis allé faire un mariage en Italie. Voilà, c'est des trucs assez fous quand même. Voilà. Et ça a continué la folie avec un parcours un peu différent à la télévision. Et une date importante, bien sûr, c'est le 20 décembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Mathieu Stepson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mathieu Stepson. On a évoqué vos débuts dans la magie. On parlera tout à l'heure de l'actualité importante qui vous arrive jusqu'au milieu de 2026 minimum. Et ce n'est qu'un début. On en revient après vos débuts justement à Saint-Tropez, à Courchevel et en Normandie au 20 décembre 2024. La finale de la France a un incroyable talent. Et j'ai cette image où Karine Le Marchand commence à éliminer les finalistes qui ne vont pas gagner. Comment vous sentez-vous à ce moment-là ? J'ai très peu de souvenirs de la sensation que j'ai parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Déjà, je trouve ça dingue d'être arrivé jusque-là. On peut pas s'empêcher de faire un pronostic quand même dans notre tête. C'est-à-dire, si on en est là, si on est dans les 10 derniers, est-ce qu'on a envie de gagner? Oui. Est-ce que j'y crois? Non. Et puis moi, je suis assez terre à terre comme garçon. Ce sont les gens qui votent. Donc à côté de moi, j'ai des groupes de danse où ils sont 25. Donc les gens qui votent, bien sûr qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui ont aimé et donc qui ont voté, mais c'est aussi surtout un réseau. Je pense que forcément tous les amis votent, toute la famille vote, les amis d'amis, les amis de la famille. Donc quand on est 25 personnes sur un même numéro, ça fait 25 réseaux qui jouent sur la même chose. Donc voilà, moi il y avait le groupe RB Dance Company qui était sur la ligne.
Pour moi, c'était eux, parce que d'une part, ils sont nombreux, il y avait des gamins dedans, et les gens adorent faire gagner les enfants, et en plus, ce qu'ils faisaient, c'était mortel. Je dis, c'est les gagnants parfaits. Finalement, je me retrouve à deux avec les filles de Anne Verdens, où pareil, elles sont tout un groupe, elles viennent d'une région où elles sont très soutenues, etc. Et dans ma tête, en fait, je me dis, l'histoire ne peut pas être aussi belle, c'est pas possible. J'ai tellement eu entre guillemets, de malchance dans mon parcours sur plein de choses. J'ai toujours été au bon endroit, jamais au bon moment, que je me dis, comment ça se fait que là, en 2024, toutes les planètes s'alignent, j'ai pas d'explication à ça et je comprends pas pourquoi ça arrive, quoi. Et Karine Le Marchand annonce votre nom, et là, vous vous effondrez en larmes. Ouais, parce que c'est quelque chose où on n'arrive pas à y croire, et en même temps, on vient d'avoir la confirmation que c'est vrai. J'ai pour habitude de dire, en fait, tout le long de mon parcours, j'ai jamais cessé d'y croire, sauf au moment où ça arrive. Parce que c'est tellement énorme, c'est tellement c'est complètement fou. Et puis moi, en plus, cette émission-là, je la regarde depuis le tout début, depuis 2006. Je suis un aficionados de cette émission. Donc ce qui est dingue, c'est que je suis en train de vivre le truc, non pas devant ma télé, mais à l'intérieur. Et en plus, je suis le gagnant de l'émission. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Et Karine Le Marchand essaye de vous faire parler, vous n'arrivez pas à dire un mot. J'ai rien qui sort. Je sais pas quoi faire de mes mains. Pendant 5-6 secondes, je peux pas respirer, en fait. C'est fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Et Éric Antoine se jette dans vos bras, lui aussi en larmes. Ouais. C'est assez étonnant. Je pense qu'il était très très content parce que Éric, j'ai déjà fait l'émission une première fois en 2017 où je m'arrête en demi-finale. C'est à ce moment-là que je connais Éric Antoine. Et en fait, Éric Antoine m'a toujours suivi de loin. Il m'a invité à jouer dans son théâtre, il m'a invité à jouer dans son festival. Et donc il voyait que je lâchais pas, il voyait que je voulais m'en sortir, et donc je pense qu'il est très très content pour moi à ce moment-là. Alors c'est le résultat de 12 ans de combat, parce que vous avez un jour décidé de faire de la scène et vous pensez à la Belgique, qui a une émission qui s'appelle Belgium Got Talent. Ouais, c'est les premiers pas un peu. En fait, je suis en cours de saison à Saint-Tropez à ce moment-là. J'ai une amie française, mais qui travaille dans l'audiovisuel, fait un stage en Belgique, et qui me dit, tiens, je travaille là-dessus. Et donc c'était Belgium's Got Talent, la version belge de Incroyable Talent. Et je commençais à avoir des idées sur scène, et je me dis, tiens, ça peut être l'occasion de tenter. Et puis je me dis, en fait, si je me plante, personne ne saura que je suis allé faire ce truc-là. Et puis voilà. Donc en fait, je pars au mois d'août enregistrer les auditions de ça, et au final, j'arrive en demi-finale de cette émission. Et vous faites un numéro de disparition, je crois, dans tous les sens du terme. Exactement, ouais. C'était un scénario que j'avais écrit qui s'inspire d'un film qui s'appelle Le Prestige, mais qui s'inspire, donc le film Le Prestige s'inspire de choses vraies. Donc je parle là-dessus, qui est un numéro de bullet catch, c'est-à-dire que c'est une balle qui est tirée vers la bouche du magicien, le magicien doit la rattraper entre les dents, recrache, et c'est la balle qui a été signée par un spectateur. Donc je pars sur ce scénario-là, sauf que moi ça foire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un accident, et donc on rallume toutes les lumières, les pompiers arrivent, le brancard et tout, on me met sur le brancard, et boum, là on repart dans le numéro, et je disparais du brancard pour apparaître dans la peau de celui qui m'a tiré dessus. Voilà. C'est ce qui est extraordinaire. Alors il se trouve que vous vous retrouvez donc comme ça presque en finale. Dans le jury, il y a Maureen Dor, qui est à l'époque une animatrice de télévision belge, et Carlos Vaquera, qui est un mentaliste hispano-belge, et qui est bluffé par votre tour. Ça, je crois que c'est un moment d'émotion pour vous. Ouais, complètement, parce que forcément, il y a quelqu'un du métier, on va dire, dans le jury, donc on a envie que ça lui plaise, et on a envie que voilà, qu'il soit. Si en plus on peut le bluffer, on se dit c'est génial, quoi. Il a marché au début, il a cru et ça c'est votre force. En même temps, il vous dit que vous venez du Midi. Vous auriez l'accent du Midi. Oui, non, parce qu'en fait, vu que en fait, ça vient pas de l'accent, c'est vu que quand je suis inscrit à faire l'émission, je suis en pleine saison à Saint-Tropez. Oui. Donc forcément, ils me mettent adresse et tout pour m'envoyer les choses. Donc j'ai mis l'adresse que j'ai à ce moment-là à côté de Saint-Tropez. Donc ils ont pensé que je venais j'étais originaire du Midi, et pas du tout. Donc alors là, il se trouve que la version belge a duré 2 saisons seulement. Ouais. Elle s'est arrêtée faute d'audience. Mais la première saison, vous étiez là, et ça s'arrête le lundi 12 novembre 2012 en demi-finale. Vous êtes déçu, mais pas tellement. Non, je suis déçu, mais pas tellement, parce que je suis content de ce que j'ai fait, et puis je sais pas si j'aurais eu une idée pour la suite, et voilà, je me dis de toute façon c'est un début, c'était ma première expérience de télé, finalement c'est ce qui m'a donné envie d'imaginer des choses sur scène et de continuer dans cette voie. L'année suivante, il y a le championnat de France de magie qui organise ce Paris Première, les talents de la magie. Là aussi, vous y participez. Ouais, tout à fait. Je reviens pour jouer une seconde fois, donc mon
fameux numéro de disparition que j'avais fait en demi-finale de Incroyable Talent Belgique. Alors, il se trouve qu'à l'époque, ce genre de numéro n'est pas fréquent. On les connaît très peu. On a connu Mir et Miroska, vous avez peut-être entendu parler d'eux, qui étaient des mentalistes qui devinaient. Mir disait quel est le numéro de la carte d'identité de monsieur, et ce numéro a fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tout à fait, ouais. Et la robe de Miroska, pour votre information, est conservée pieusement dans la loge du théâtre Prince Grasse à Monaco, car elle a fini ses jours à Monaco. D'accord. Et le numéro n'a jamais été divulgué. On ne sait absolument pas comment il faisait. Donc, vous obtenez le second prix. Pour vous, c'est un début de reconnaissance. Ouais, c'est un début de reconnaissance, c'est un début, et puis c'est des marques où on se dit bon bah voilà, je suis en train de faire quelque chose qui me correspond et que je suis à ma place, donc c'est encourageant. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut se renouveler en permanence et que les numéros, tout a été fait ou presque, donc il faut une certaine imagination pour trouver les choses, Mathieu Stepson. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est là-dessus en fait que je me dis qu'il faut que j'essaye de me démarquer, non pas sur les techniques que je vais utiliser en magie, mais en tout cas de ce que je vais mettre autour des tours et de la façon dont je vais amener les choses. Mais ça, c'est aussi un travail très important et pas facile quand on est un autodidacte. Ouais, complètement. Oui, c'est même 80% du travail. Ouais. Eh ben, parce que moi, je me souviens que Majax m'a un jour raconté qu'à Los Angeles, il y a tous les 2 ans, je crois, un marché où les magiciens viennent et échangent leur tour moyennant finance. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce marché. Non, pas du tout, mais peut-être qu'il faisait un rapport à la FISM. En fait, la FISM, c'est un congrès, mais je crois que c'est peut-être tous les 2 ans, mais je crois que c'était tous les... Je ne sais plus si c'est tous les 2 ans ou tous les 5 ans. Ouais. Ça change de pays à chaque fois, et donc en fait, ce sont les championnats du monde de magie où il y a tous les magiciens de la planète qui se rencontrent, et il y a une énorme foire au truc où on peut acheter des choses avant que ça sorte, s'échanger des trucs, etc. Alors, vous arrivez dans cet univers avec votre talent au moment où le mentalisme commence à exister avec Mesmer, qui était le premier en France à faire ça, et au moment où la technologie évolue. Et ça aussi, ça va vous aider. Et oui, totalement, parce que c'est vrai que c'est un vrai choix d'inclure la technologie qui est présente tout le temps dans nos poches, donc de l'inclure vraiment et d'en faire un truc à part entière dans le spectacle. Oui, mais là aussi, c'est un énorme travail au départ, un travail personnel et un investissement. Oui, de façon comme tout, j'ai envie de dire, hein, mais c'est vrai que oui, surtout la magie est un vrai investissement, parce qu'entre l'idée qu'on a et les tests qu'on fait, tout ne fonctionne pas du premier coup, donc il y a beaucoup de choses achetées qui ne servent à rien, et donc oui, c'est un vrai investissement de temps et d'argent. Ouais. Alors après, effectivement, Paris Première, vous allez continuer à faire des saisons à Deauville, et puis un jour vous vous dites, ce serait bien que je tente ma chance à nouveau dans Incroyable Talent. Alors la première fois d'abord, mais dans le Incroyable Talent français. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ouais, on est quelques années après. En 2017. Après ce championnat de France. Et donc je continuais à évoluer dans le milieu privé événementiel, et puis avec un petit peu ce deuxième prix en poche, et puis cette belle aventure sur la version belge, je me dis allez, pourquoi pas tenter l'aventure sur la version française. Et là vous allez vous retrouver également en demi-finale et en finale, et ça va pas encore marcher. Et ouais, je m'arrête en demi-finale en 2017. Je suis un peu déçu. Je repars de là un petit peu déçu, et j'ai même souvenir en fait que le numéro que j'avais fait en demi-finale avait bien fonctionné. C'était un numéro, je crois que vous étiez dans 350 personnes, et il fallait faire quelque chose de très particulier. Ouais, tout à fait. En fait, c'était un numéro où je n'étais pas là. J'étais par téléphone, et donc j'ai dit au jury, je peux pas être là en fait. Donc on improvise un truc, je suis avec vous au téléphone, et j'ai prévu un truc par téléphone. Et donc on a fait un tirage au sort, on a donné des tickets à tout le public. Hélène Ségara a pioché une balle sur laquelle il y avait un numéro. On a pris la personne qui correspondait à ce numéro, et j'ai fait un tour par téléphone avec cette personne. Et sauf que cette personne, c'était vous. Et en fait, cette personne, c'était moi qui étais déguisé, ouais. Et là, ça a été un triomphe absolu. Et tout à fait, non, ça a beaucoup plu, et c'est une vidéo qui a cartonné sur les réseaux après. Et c'était aussi encourageant, parce que quand j'ai été éliminé, justement, après ce numéro-là, les gens comprenaient pas. J'avais une majorité de gens en commentaire, ils disaient mais c'est pas normal, ça devrait aller en finale, etc. Donc je suis reparti avec un petit peu un regret de me dire je pense que je méritais d'aller en finale, quoi. Oui, je crois que c'est Laura Lone qui a gagné cette année-là. Exactement. Et vous avez décidé d'écrire votre spectacle.
Suite à ça, je me dis, ok, je veux commencer à écrire un spectacle, je veux commencer en tout cas à y réfléchir, à rassembler mes idées et à voir comment je peux compacter ça sous un spectacle. Et le premier spectacle, je crois, c'était Vide-grenier. Alors ouais, rien à voir. C'était tout à fait. C'était un spectacle que j'avais déjà. Moi, ça date de 2015, Vide-grenier. Donc c'était avant de faire Incroyable Talent, et c'était un spectacle pour le tout public, vraiment le jeune public. Donc c'était vraiment un projet complètement à part. Mais le Covid arrive et là, c'est le bordel. Ouais, tout à fait. En fait, 2017, je commence à écrire ce spectacle qui est plus basé sur du mentalisme. 2018, je fais les prémices, je loue une salle à côté de chez moi, l'Amir au Théâtre, qui connaissez bien, vous devez connaître. Oui. Et donc ça marche plutôt bien. C'est vraiment les prémices, c'est des tests, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est très très encourageant. Donc je continue à travailler sur ce projet. Je commence à essayer de trouver aussi une équipe de production, etc. J'ai quelques rendez-vous. On arrive en 2019 où là, en fait, c'est un peu. Je me dis, ça y est, ça part, c'est mon année. Je fais un autre concours en 2019 que je remporte cette fois-ci. Et puis, je suis aussi appelé pour intégrer l'émission Diversion. Sur la deuxième partie de soirée. Donc on fait 2 primes avec toute l'équipe d'Arthur. J'ai des rendez-vous avec des productions qui commencent un petit peu à se présenter. Et puis, je crois que le 13 mars, je suis en rendez-vous dans un producteur chez un producteur où ça a l'air sérieux. Et le 14 mars, il y a l'annonce du confinement. Et patatras, il y a tout qui repart à zéro. Alors, il se trouve aussi que vous êtes revenu à Incroyable Talent en 2024, mais vous avez posé votre candidature, on vous a demandé de faire un essai, d'envoyer une vidéo. Alors oui, c'était assez marrant parce que quand je décide de me représenter, j'ai gardé contact avec lui. Donc la personne qui m'avait casté en 2017, Éric Barbet, je lui envoie un message pour lui dire: salut, est-ce que tu penses que la production serait ok pour que je fasse un comeback? Et évidemment, je lui dis: je te crie pas les mains vides, j'ai une idée de numéro, j'ai quelque chose à proposer. Donc il me renvoie un message en disant: tiens, voilà mon mail, tu m'envoies ton déroulé, etc. Donc c'est un déroulé par écrit où j'explique ce qui se passe. Bon, super. Il me dit: je te mets en lien avec l'équipe de casting. Donc je suis en lien avec cette équipe et le directeur de casting me dit: j'ai besoin en fait que tu me fasses une vidéo pour montrer à la chaîne. Je ne peux pas montrer de déroulé écrit, je ne peux montrer que des vidéos à M6. Sauf que mon numéro est quoi? C'est que j'arrive sur scène, je m'assois et je ne fais strictement rien et il y a un chronomètre qui défile derrière. Voilà, c'est ça le numéro. Et je dis: mais donc tu veux que je me filme assis sur une chaise à rien faire pendant 2 minutes? Il dit: je sais pas, moi faut vraiment que ce soit une vidéo. Et je voulais vraiment qu'ils aient l'idée de visualisation que j'avais dans la tête. L'idée était bien sûr de me faire buzzer en faisant ça. J'allais chercher les cas de buzz. Donc, je me suis filmé en train de rien faire, assis sur une chaise. J'ai mis sur un écran derrière un chronomètre. Je suis allé dans l'année d'avant sur le replay pour récupérer des images des jurys qui buzzent avec des têtes un peu what the fuck. Ouais. J'ai fait un montage de tout ça pour avoir mon rendu. Et la finalité de cette chose-là, c'est quoi? C'est qu'au 4e buzzer, le chronomètre s'arrête et que moi, en prédiction sur une ardoise qui est sous les yeux du jury, cachée par un tissu, depuis le début, il y a exactement le nom du jury qui a besoin dernier et le chronomètre. Voilà. Donc, je filme tout ça, etc. Et puis, il me rappelle quelques jours après en disant: écoute, la chaîne a adoré. T'enregistres le 12 juillet prochain. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé et ça continue. Et une autre date que j'ai choisie, c'est le 25 avril 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Mathieu Stepson. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mathieu Stepson. On a évoqué votre parcours magique avec les débuts à Deauville, avec les hauts et les bas, avec Saint-Tropez et puis surtout la France, un incroyable talent qui a changé votre vie, à tel point que le 25 avril 2026, vous êtes à la Cigale à Paris, une très grande salle, et que c'est déjà complet ou presque. Ouais, c'est déjà qu'on est officiellement complet pour une date en avril. Je trouve ça complètement fou. Ouais. Oui. Et comment vous le prenez? Comment vous l'expliquez? Je l'explique pas forcément. Il y a un engouement en fait du public qui est là et que je savoure à chaque fois, à chaque salle que je fais. C'est assez incroyable. Je me surprends souvent à vivre ça avec une normalité un peu déconcertante, et des fois au contraire je me pose et j'y réalise un peu et je trouve ça complètement fou. Ouais. Et il se trouve que ça marche tellement bien que déjà 2 autres dates sont prises à la Cigale. Il y a aussi la tournée en France. Alors 24-25 octobre c'est la Cigale, et puis il y a une tournée en France. On retrouve sur internet toutes les dates. Enfin, ça n'arrête pas. Exactement, on est actuellement en plein dedans, en pleine tournée sur toute la France. Ouais. Et ça veut dire beaucoup de voyages. C'est pas simple aussi à gérer parce qu'il y a un matériel. Ouais, tout à fait. Mais c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, je faisais tout seul. J'étais à 10h
à la salle en train de monter les projecteurs, à midi en train de les régler, en train de faire le son et en train de jouer le spectacle. Moi, aujourd'hui, j'ai toute une équipe qui m'entoure et donc je n'ai plus ça à gérer. Donc je vis ça en fait très très bien. Oui, mais en même temps, c'est un immense travail parce qu'il y a un matériel à déplacer, il y a des précisions totales. Tout à fait. L'équipe technique arrive tous les matins à 9h à la salle pour vraiment tout installer et que tout soit vraiment réglé au millimètre. Et ensuite, on a des réglages à faire ensemble. Et puis après, on croise les doigts pour que tout le spectacle se passe bien. Mais en général, tout se passe bien. Alors, ce spectacle a un sous-titre, Un homme ordinaire au destin extraordinaire. Pourquoi ? C'est parce que c'est un petit peu ce qui m'arrive. Et puis c'est parce que aussi je suis sur scène exactement comme je suis dans la vie, le plus ordinaire possible. Et je trouve qu'en réalité la magie, elle est peut-être encore plus forte dans la tête des gens quand ça vient de quelqu'un à qui ils peuvent se comparer que d'un personnage qui ne pourrait pas exister. Donc voilà. Et puis c'est une phrase que m'avait sorti un de mes meilleurs amis, pas exactement comme ça, mais il m'avait sorti un petit truc comme ça. T'es quelqu'un d'ordinaire et qu'il arrive des choses extraordinaires, et j'avais trouvé ça bien. Oui, Charles Bois a fait une chanson sur ce thème d'ailleurs au Québec, sur l'homme ordinaire. Alors ce spectacle, pour vous, c'est plus qu'un spectacle, Mathieu Stepson, c'est une expérience. Mmh. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai pas voulu présenter ça du tout comme un spectacle de magie classique. J'ai pas voulu présenter ça comme un show de mentalisme classique. J'ai voulu rendre en fait le mentalisme un peu plus dynamique, un peu plus visuel. J'ai pas du tout voulu être dans de la magie cliché. Il y a pas un seul tour de carte dans le spectacle. Il y a en fait vraiment tout ce qui est connotation magie a été enlevé. Et j'aime amener les gens dans quelque chose, dans un univers, dans une histoire et surtout dans une intrigue. Et donc là, le pitch du spectacle en 2 mots est que quand le show commence, on voit via une vidéo que je me suis réveillé l'après-midi à l'hôtel et j'ai eu la sensation d'avoir rêvé le spectacle du soir, mais avec tous les souvenirs qui vont avec. Et donc je me souviens des gens qui sont dans la salle, de comment ils s'appellent, de qui va venir sur scène, de ce qui va se passer. Donc je décide d'écrire tous mes souvenirs. Je arrive avec et on va vérifier ensemble si c'est vrai. Et comment est venue l'idée ? L'idée, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un effet classique en mentalisme. Sauf que je me suis dit, comment je le présenterai moi ? Comment j'amènerai ça ? Et l'idée de me dire, j'ai déjà vécu le spectacle. Donc après, je sais pas comment je vais l'amener ou quoi, mais vraiment cette idée-là est venue très très vite et après le spectacle a tourné autour de ça. Oui, et puis il y a une autre façon d'expliquer ce spectacle, c'est votre passion pour le cinéma et en particulier pour ce film. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Et ce film vous a marqué. Il faut dire que ce film aujourd'hui est devenu culte. Il y a des projections, je ne sais pas si vous le savez, dans toute la France qui durent 6 heures. Et la voiture du doc est là. Il y a Luc Hamet qui faisait la voix de Marty qui fait le show. Et ça devient un show au Parc des Princes avec Johnny Hallyday. Ouais, complètement. Il y a même des séances avec l'orchestre symphonique qui fait les musiques du film. Ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment, je suis gamin quand je découvre ça et c'est un peu un des premiers films de science-fiction que je découvre et le voyage dans le temps me fascine en fait. Je pense que et plus je grandis, plus ça me fascine. Je crois qu'en fait le temps qui passe, moi de toute façon me fascine autant que ça me fait flipper. Je crois c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup, qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que ce film-là, alors j'ai pas du tout voulu faire un truc qui est sur le thème de Retour vers le futur, mais en tout cas on a dans le spectacle une vraie sensation on parle du temps qui passe, de voyage dans le temps et de science-fiction. Et en plus il y a un autre film qui vous a marqué, je crois que c'est Almanach. Un film, projet Almanach, ouais, tout à fait. Un groupe de lycéens décide de construire une machine à explorer le temps. Je suis fasciné par ça. Donc, et de la façon dont c'est filmé, la petite vidéo qu'il y a au début en fait de ce spectacle, à la base, est inspirée aussi de ce film-là, qui est vraiment filmé en caméra portée. C'est vraiment un film aussi qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Oui, d'ailleurs, on connaît La machine à explorer le temps, le premier roman de Wells, qu'il a écrit. Il a commencé en 1888 et les choses ont tellement évolué qu'il a terminé en 1924, ce livre. Il y a eu plusieurs versions, c'est extraordinaire. Et puis, il y a eu aussi le Prestige de Christopher Nolan, avec la rivalité entre 2 magiciens. Ouais, tout à fait. On en parlait tout à l'heure sur mon numéro que j'avais fait sur la version belge d'Incroyable Talent, où c'était vraiment directement inspiré du film de Christopher Nolan. Et oui, c'est vraiment un film qui, en plus, parle de magie, mais qui a une fin. J'adore ces films, vous savez, où on finalement se fait berner pendant tout le film. Et à la fin, on comprend qu'on a été berné et on a envie de revoir le film une 2e fois pour voir si tout tient debout.
Et c'est ça le principe aussi de votre magie, c'est d'endormir le spectateur pour justement le berner. Exactement. J'adore emmener mes spectateurs quelque part, ou peut-être leur faire croire qu'on va quelque part alors qu'on va ailleurs. C'est un immense travail de psychologie. De psychologie, oui, peut-être un petit peu, mais c'est surtout des tests. C'est vrai qu'entre le numéro qu'on imagine, le numéro qu'on écrit, le numéro qu'on réalise, il y a 3 versions différentes. Et puis des fois même peut-être 4, 5, 6, parce qu'on va tester une première fois sur les gens. On va pas avoir les réactions attendues. On va se dire, tiens, comment on peut faire en sorte que finalement ça réagisse comme ça. Donc voilà, mais j'aime beaucoup cette part de travail où les numéros sont des fois nouveaux et on les teste et finalement le public, sans le savoir, travaille avec nous sur le show pour l'améliorer. Et votre force aussi, Mathieu Stepson, c'est une évolution permanente dans la magie et dans le mentalisme, parce que le mentalisme, on en parle depuis quelques années, mais là aussi, ça n'existait pas avant. Si, en fait, le mentalisme a toujours fait partie de la magie. C'est la magie, finalement, c'est très large, c'est très très large, et il y a plein d'arts annexes qui font partie de la magie. Ça va de la sculpture sur ballon à la ventriloquie, en passant par le mentalisme. Ce qui va ne pas faire partie de la magie pour moi, c'est l'hypnose. L'hypnose n'a rien à voir dans la partie magie. Mais le mentalisme, il y a toujours eu des effets de choisis quelque chose, je le devine, ou choisis quelque chose, je l'avais prédit, ça a toujours existé. Mais depuis une dizaine d'années, et grâce notamment à la série The Mentalist, les gens ont mis un nom là-dessus et c'est devenu une discipline à part entière. Et il y a aujourd'hui, depuis 10-15 ans, des spectacles uniquement de mentalisme. Il faut savoir que Robert Houdin a été le premier pour la cour royale à faire des spectacles de mentalisme. Mais on n'appelait pas, ce mot n'existait pas. Effectivement, on faisait du mentalisme sans connaître le mot. Tout à fait. C'était inclus dans de la magie ou dans des phénomènes paranormaux. Ça veut dire une préparation pour vous au 10e de seconde près de chaque numéro, Mathieu Stepson. Pas forcément tous, mais certains, oui, ouais, tout à fait. Et là, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais faut avoir une sacrée organisation sur la tournée. Ouais. Et je crois que vous avez un maître en la matière qui est Arturo Brachetti. Alors Arturo Brachetti, je l'avais découvert quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis alors lui il fait encore une autre discipline dans le milieu de la magie, ce qu'on appelle le quick change, c'est un maître en la matière. Et là effectivement, ce qui m'avait marqué moi sur le show d'Arturo Brachetti que j'avais vu à l'époque au théâtre Mogador, c'était la précision du geste, le rythme, les musiques, la mise en scène et tout. C'est une des premières claques que j'ai pris en spectacle live. En même temps, il a démarré au Paradis Latin. C'est Gérard Majax qui l'emmène un jour au Paradis Latin voir Jean-Marie Rivière, et c'est comme ça que Brachetti, que personne ne connaissait, a débuté à Paris et a commencé au Paradis Latin comme attraction avant de faire le parcours qu'on connaît. Et aujourd'hui, il est en Italie. Il vient de réaliser une série de podcasts sur l'histoire de la magie et des magiciens. D'accord. En italien. Alors, c'est aussi un spectacle interactif que vous proposez parce que le public intervient. C'est ultra interactif. Je demande vraiment aux gens d'intervenir souvent, et même très souvent de se servir de leur téléphone. D'ailleurs, quand on s'installe au spectacle, sur l'écran, c'est écrit de merci de ne bien vouloir ne pas éteindre votre téléphone. Oui, je pense que c'est le seul spectacle que ça se produit. parce que en fait, les téléphones des spectateurs interviennent très souvent. Et ça aussi, c'est une innovation. Une innovation, je n'irai peut-être pas jusque-là. Puis en plus, je pense pas, j'ai rien inventé. Je suis pas le premier à faire des numéros avec le téléphone. À s'en servir autant, peut-être, oui. Mais voilà, je sais pas quelque chose que je vais inventer moi. Mais après, c'est vraiment un choix d'avoir une vraie identité là-dessus et de baser le spectacle là-dessus. Oui, car un magicien doit toujours avoir une identité propre. Je pense qu'un artiste doit avoir, en tout cas, toujours une identité propre. En tout cas, c'est plus pratique pour communiquer. Mais le téléphone portable, il y a un problème. Imaginez que quelqu'un dans la salle reçoit un coup de fil. Qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on va jouer avec. Il peut se passer n'importe quoi. Quand on pense que Fernand Reynaud ne supportait pas en scène le moindre bruit, un jour à l'Olympia, au 3e rang, il y a une jeune spectatrice qui prend un bonbon et enlève le papier. Il est descendu dans la salle, il lui a pris le bonbon. Ah oui. Tellement le bruit le gênait. Alors, il se trouve aussi qu'il n'y a pas d'hypnose, mais en même temps, il faut détourner l'attention du spectateur, et quelquefois, rien ne se produit comme prévu. Il faut de l'improvisation. Il peut... De l'improvisation, pas forcément. C'est vrai que dans mon spectacle, j'ai pas beaucoup de part d'improvisation. Il y a quelques petits moments où je peux me le permettre. Après, je dirais, au-delà de l'improvisation, il faut surtout un plan B et un plan C. C'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, soit il faut y avoir pensé, ou soit quand on n'y a pas pensé, parce qu'il y a des choses auxquelles jamais on n'aurait pensé que ça se serait passé, il faut tout de suite être rapide un petit peu là-haut pour qu'on ait tout de suite une solution. Ou en tout cas, si on ne l'a pas tout de suite, après le show, avec l'équipe, on se dit comment on peut se mettre un cadenas là-dessus pour que soit ça n'arrive plus, ou avoir une solution B. Voilà. Et c'est aussi comme ça, ce qu'on appelle l'espace de rodage d'un spectacle. Les premières dates qui sont en rodage, c'est plus justement pour que toutes ces choses-là arrivent, qu'on se mette des cadenas partout, ou d'avoir des versions B pour au cas où... Et c'est pour ça que vous avez fait, les magiciens ne l'ont pas fait souvent, c'est le Festival d'Avignon.
Ouais, Festival d'Avignon, c'est un gros exercice, hein. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, je l'avais fait une première fois tout seul en 2023, et puis avec toute l'équipe de production avec laquelle j'ai signé. D'ailleurs, je salue toute l'équipe d'À mon tour prod, Alexandre Mortier qui nous écoute. On a décidé de revenir à Avignon sur le dernier festival là en 2024, et c'est un vrai exercice parce qu'on joue tous les soirs. On joue dans des conditions dans lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de jouer, sur des salles qui sont plus petites, sur des jauges plus petites. Moi, je jouais au Théâtre Le Paris, j'avais mon premier rang, j'avais juste à tendre la main pour les saluer, quoi. On est vraiment très proche. Et puis il y a aussi, souvent les gens ne connaissent pas vraiment le Festival d'Avignon, on connaît tous de nom, mais le Festival d'Avignon, c'est un vrai salon du spectacle. Oui. Tous les professionnels viennent faire leur marché pour leur programmation de l'année d'après à Avignon, et donc les spectacles s'enchaînent, c'est des usines. La salle où je jouais, je sais pas, il y avait 7 ou 8 spectacles dans la même journée qui se jouaient, c'est-à-dire que quand on arrive, on est dans les loges, on est changé et tout, le spectacle d'avant se termine, il faut attendre qu'ils enlèvent leur matériel, et on a un quart d'heure pour installer le nôtre, aussitôt joué, et il faut réenlever parce qu'après nous il y a un autre spectacle. Donc c'est vraiment un rythme très soutenu. Et c'est ce qui permet de rôder le spectacle avec tous les incidents possibles et imaginables. Je pense que si un show peut se jouer à Avignon, il peut se jouer partout. Alors il y a un accessoire qui n'a jamais changé chez vous, c'est la casquette. Ouais. C'était une tradition presque. Il y a une petite histoire sur cette chose-là. C'est que quand on est en 2018, donc je viens de faire Incroyable Talent la première fois en 2017. En demi-finale, oui. En demi-finale, j'ai un humoriste qui m'appelle dans peut-être le but de travailler ensemble, de me produire, et puis il me propose de faire ses premières parties. Donc j'en fais quelques-unes, et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Qui était d'ailleurs loin d'être idiot. Il me dit, si on travaille ensemble, il faut que tu me trouves 3 mots, une sorte de 3 hashtags où, quand on dit ces mots-là, on sait qu'on parle de toi. Je trouvais l'idée très intéressante, mais je n'avais pas du tout l'idée de tel ou tel mot. Et la casquette est quelque chose que je portais, mais en perso. Je la portais souvent. Ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, sur la première partie, je décide de garder la casquette sur la tête, parce que je me sens bien comme ça. On fait le show, tout se passe bien, on va manger au restaurant ensuite, et sur le trottoir du restaurant, il y a quelqu'un qui m'arrête et me dit « Ah, c'était super la première partie ». Et je sais pas pourquoi, je rentre dans le jeu du vous êtes trompé, c'est pas moi. Et la personne me dit si, je vous ai reconnu avec la casquette. Voilà. Et je me dis ah tiens, c'est pas bête ça. Et pour revenir à Arturo Brachetti, il y avait quelque chose qui m'avait marqué sur la jaquette de son DVD. Il avait tellement une personnalité forte que juste la silhouette de son profil, et on pouvait tout à fait mettre un nom dessus et savoir qui c'était. Et je trouvais qu'en fait cette casquette pouvait m'offrir légèrement ça. Alors je n'ai pas le monopole de la casquette, hein, mais en tout cas je me dis tiens, ça peut être un premier élément qui fait que il y aura une identité marquante. Oui, un premier élément avant d'autres qui vous donneront ce que vous méritez, c'est un véritable coup de chapeau. En tout cas pour l'instant, donc il y a la Cigale, il y a cette tournée en France, il y a d'autres choses parce que vous êtes pris dans un tourbillon et pour longtemps, j'espère. Ben pour le plus longtemps possible. En tout cas, j'ai eu la chance de signer avec une super équipe qui adore le projet et qui se projette en plus. Donc ouais, j'espère que c'est une aventure qui va durer le plus longtemps possible. Oui, une aventure pour les plus grands comme pour les petits, parce que les enfants comme les adultes aiment la magie, et cette magie que vous pratiquez comme personne. Donc toute la France va vous suivre et on vous retrouve sur Internet pour ces dates. Il y a la Cigale donc en avril, et puis les 24 et 25 octobre. Et puis vous revenez quand vous voulez, parce que vous êtes ici, vous entrez comme par magie, et c'est bon. Mais c'est avec grand plaisir, Jacques. Merci Mathieu Stepson. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.